Herbert Arodode et sur cette chaîne, je partage avec toi mes expériences, mon parcours ainsi que le parcours de jeunes et de femmes très actifs qui au quotidien s'activent et prennent des initiatives pour le développement socio-communautaire. Tu me retrouves sur mon blog josearodode.com ainsi que sur les réseaux sociaux pour continuer les différentes discussions. Dans cette vidéo, je partage avec toi une conférence de Ibrahima Théolam qui est entrepreneur, qui est enseignant également. C'est un jeune Sénégalais qui est auteur de plusieurs ouvrages sur l'engagement des jeunes, sur le développement de compétences entrepreneuriales au niveau de la jeunesse africaine. Ibrahima Théolam a été l'homme qui a préfacé mon troisième ouvrage que nous avons intitulé « L'audace d'entreprendre, une jeunesse en action ». Dans cette prochaine vidéo, Ibrahima Théolam, comme je le disais, est face à des étudiants au Burkina Faso et il t'apprend comment est-ce qu'en étant étudiant, tu peux désormais prendre des initiatives, tu peux désormais te lancer dans l'entrepreneuriat. Suis cette vidéo et n'hésite pas à liker cette vidéo, à donner ton avis en commentaire et à t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à cette université. Merci à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui pour nous écouter. Pourquoi j'ai commencé à dire merci à cette université? Parce que le promoteur et les dirigeants et les collaborateurs ont pensé qu'il fallait mettre en place une école avec une orientation ancrée sur nos ressources locales. Il est important aussi de les remercier parce que tout simplement, dans la vision de cette université, c'est comment amener le jeune, en fonction d'un cadre qu'on lui propose, à se débrouiller lui-même, à s'autodéterminer pour réussir sa vie. Ça quand même, bravo mon cher Martin et l'équipe qui t'accompagne pour apporter une contribution dans le développement de notre pays, le Burkina Faso et de l'Afrique. Bravo cher ami. Monsieur le recteur a pris la parole. Il a remercié toutes les personnes qui sont présentes. Donc inutile d'y revenir. Mais je dirais que je m'associe en tout cas à toutes ces considérations, tous ces mots qu'il a placés à l'endroit de ces personnes qui sont venues nous voir. Et pour cette partie introductive, j'aimerais la clore en disant que nous avons la chance aussi d'avoir une personne ressource qui va intervenir après moi. Vous aurez l'opportunité de découvrir une maman, une tante, une sœur, une collaboratrice, une engagée, avec une vision très claire. Donc, à titre informationnel, nous avons plusieurs étudiants de plusieurs instituts. Et chers jeunes qui êtes venus pour moi, je voudrais vraiment vous remercier. Remercier aussi les assistantes qui m'accompagnent. Et remercier aussi BFON TV, à l'endroit de son directeur général, M. Saré Issoufou, qui est un ami, qui nous a proposé gracieusement de déployer un plateau technique pour couvrir cet événement. Bravo à Issoufou Saré, bravo à BFM TV. Maintenant, concernant le sujet, j'ai l'honneur de dire que lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, comme le recteur l'a dit, il faut inviter des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat. Parce que ces personnes se sont engagées à travailler pour elles-mêmes, à créer des entreprises pour elles-mêmes et à embaucher d'autres personnes. Il est important que ces personnes-là prennent la parole. Et pour moi, pourquoi je prends la parole en tant qu'entrepreneur?
comment je peux me permettre d'être un acteur clé de l'écosystème entrepreneurial et de ne pas me prononcer sur les questions qui nous intéressent. Et vous allez voir dans mon premier point, qui constitue très souvent mon introduction quand j'anime une conférence, vous allez comprendre que cet engagement est lié à la façon dont nos pays veulent conduire l'entrepreneuriat chez nous. Alors c'est un engagement aussi très respectueux et c'est un engagement aussi qui me permet d'accompagner les États dans leur mission. Mais en accompagnant les États dans leur mission régalienne, il est important aussi qu'on se dise la vérité à un certain moment. Donc j'ai 5 points sur lesquels j'ai bien envie d'échanger avec vous en 30 minutes. Le premier, de façon spontanée, j'exposerai sur l'environnement immédiat. En Afrique, nous avons un environnement propice au développement des affaires. Je partagerai ce que je sais de cet environnement. Le deuxième point sur lequel je vais beaucoup insister, c'est que nous, en tant qu'humains, si nous voulons entreprendre, comment nous devons nous comporter? Mais pour se comporter d'une certaine manière, il faut se connaître. Et j'ai la chance d'avoir invité une personne qui nous dira, pour se connaître, quels sont les meilleurs moyens. Le troisième point, c'est la méthode. Vous voulez entreprendre, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? En ayant une méthode, vous pouvez tout de suite vous lever et démarrer. Maintenant, comme vous démarrez, forcément, il y aura des difficultés. C'est ce qu'on appelle les contraintes liées à l'entrepreneuriat. C'est l'objet de mon 4e point. En 5e point, je proposerai un plan d'attaque. Et le plan d'attaque est constitué comme des éléments qui vont vous aider à aller très vite en fonction de comment vous allez mûrir votre projet de création d'entreprise. Si vous me permettez, je vais commencer le premier point. Notre environnement immédiat en Afrique. Quand on étudie notre environnement immédiat, il y a 2 choses qui nous viennent à l'esprit. Le premier élément qui est visible, c'est que l'Afrique regorge des potentialités immenses, des ressources énergétiques, des ressources halieutiques, du bois, des terres fertiles, toute forme de possibilité de créer de la valeur. Donc nous avons des possibilités énormes en matière de création de valeur. En d'autres termes, l'Afrique a de quoi préparer les produits dont ces populations ont besoin pour vivre. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat au niveau de l'environnement, nous, en tant qu'Africains, nous n'exploitons pas la majorité de ces différentes potentialités dont je viens d'énumérer. C'est-à-dire, nous avons des choses et ce n'est pas à nous qui exploitons ce que nous avons comme potentialité. Et cela s'est soldé par un environnement où d'autres nationalités viennent investir nos États, viennent investir nos territoires, viennent s'occuper de ce dont nous avons besoin. Et cette question me tient à cœur. Comment nous pouvons accepter, en tant qu'Africains, d'avoir cette vision de l'entrepreneuriat adossée sur l'aide de l'autre, sur l'accompagnement de l'autre, sur tendre la main. Or, si nous fouillons notre histoire, notre identité, nos cultures, nous pouvons nous rendre compte que nous n'avons pas besoin d'aucun modèle pour asseoir les bases de l'émergence en ayant comme option de promouvoir l'entrepreneuriat. C'est vrai que nos États n'ont pas choisi cette option. J'aimerais bien, pour les États d'Afrique qui essayent, qui initient, qui font des choses, les remercier, les féliciter et les encourager. Mais au-delà de ces mots, qui sont des mots d'encouragement, qui sont des mots aussi qui permettent à nos États de redoubler d'efforts, qui peuvent permettre aussi à nos États de changer de vision. Il est important, nous, en tant que citoyens, qu'on ait l'œil critique. Pas l'œil critique dans une optique de dire à l'État, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que moi-même, en tant que citoyen, je suis obligé de respecter mon État.
Je suis obligé de respecter le président en tant qu'institution. Je suis obligé de respecter tout ce que mon État a proposé comme acte de développement. Mais là où je suis très content, j'ai la capacité en tant qu'humain de réagir au niveau de l'environnement pour m'occuper de moi-même et pour impacter ma communauté. Et donc, dans cet environnement, le premier sous-point qui constitue nos ressources que nous n'exploitons pas, que les autres exploitent, et le résultat, il est très simple. Si les autres nous quittent, nous allons avoir des difficultés pour survivre. Parce qu'on est dans un contexte où l'eau est exploitée par des sociétés étrangères. N'oubliez pas que l'eau est une source vitale. L'électricité est vendue par d'autres communautés. Le téléphone est exploité par d'autres communautés. C'est-à-dire tout ce dont nous avons besoin en termes concrets qui nous permet de vivre au quotidien vient de quelqu'un d'autre. Mais imaginons quelqu'un d'autre est fâché contre nous. Si la France est fâchée contre le Burkina Faso, il y aura un problème. On peut couper Internet demain matin. On coupe Internet pendant une semaine, il sera difficile de poursuivre cette mouvance de développement économique sans Internet. Imaginons, on ne vous vend plus l'exploitation de l'eau, on ne vous vend plus les tuyaux. C'est-à-dire, ça va être compliqué. Imaginons un dernier exemple, les États qui vous vendent les infrastructures sanitaires vous disent on ne vous vend plus d'infrastructures sanitaires. Quelqu'un qui a mal à la dent, il fera quoi? Et pourtant, Dieu seul sait que dans notre continent, la solution pour résoudre ces problématiques de maux de dents existe. Ce qui me permet de conclure dans cette première partie en disant, le deuxième sous-point c'est quoi? C'est qu'on a des choses sur lesquelles nous pouvons commencer à y réfléchir. Ceux qui sont engagés dans ce processus, je suis ravi. Ceux qui ne sont pas engagés dans ce processus, j'aimerais juste partager avec eux une vision de l'entrepreneuriat qui est très simpliste. Vous êtes étudiant par exemple. Vous savez ce que je sais. Vous le savez, je le sais. Les autres le savent. C'est que vous êtes dans des parcours de master, de doctorat. Tout à l'heure, le recteur a été prudent pour dire je ne le dirai pas. Mais comme le recteur, il est sage, il ne peut pas le dire. Moi, j'ai 42 ans, je suis jeune, je suis entrepreneur et enseignant, je peux le dire. Ce qu'il voulait dire. Il veut dire on ne peut pas aller comme ça dans les enseignements et ne pas réfléchir sur comment nous pouvons nous engager à réussir nous-mêmes. Mais s'il le dit, il estime qu'il va vous décourager. Or, moi, si je le dis, comme j'ai un œil entrepreneur, ça passe. Lui, il est recteur, le titre, il est très fort, il ne peut pas. Il est dans un cadre qui ne lui permet pas de dire certaines choses. Comme j'ai la chance d'être jeune, je ne suis pas encore dans l'âge de la sagesse, je veux toujours profiter de ma situation de jeunesse, de dire ce que je veux. Comme ma mère disait, quand les jeunes s'expriment, on peut dire soit il est fou, soit non, laisse tomber, il vient de la France. Les jeunes de la France, là, ils n'ont pas la tête sur les épaules. Ils s'expriment comme ils veulent. Heureusement, on a deux aspects sur lesquels on se base souvent pour exprimer nos avis, et ça passe. Maintenant, en tant que jeune, vous allez faire 5 ans d'études en management. Mais le problème, c'est que aucune entreprise ne va vous prendre comme manager. Parce qu'un manager, c'est quelqu'un qui sait piloter un projet. Et avant de piloter un projet, il faut savoir travailler. Quelqu'un qui ne sait pas travailler ne peut pas aller piloter un projet. Donc, vous n'avez pas encore la partie opérationnelle. Et la partie opérationnelle, ça se cherche au moment où vous êtes étudiant déjà. Vous faites des formations en communication, en comptabilité. Mais pour ceux qui font la comptabilité, vous leur donnez la possibilité d'exercer la comptabilité. Ils ne peuvent pas ramener un ordinateur, une facture, un système d'information comptable. L'étudiant n'est pas capable d'enregistrer cette opération. Et cet étudiant, à la fin de son parcours, il va déposer des stages beaucoup. Personne ne prendra parce que tout simplement, ce qu'il se réclame être, qui est comptable, ne correspond pas à ce que l'entreprise veut. Parce que l'entreprise veut juste une chose qui est très simple. Quelqu'un à qui je donne une facture. Il prend la facture, il allume l'ordinateur, il l'enregistre sur le système comptable. Et l'étudiant ne peut pas faire ça. Et pourtant, il y a d'autres personnes qui n'ont pas été à l'école qui savent le faire. Et c'est aussi simple si on fait le lien entre les deux. Et nous allons voir qu'il est beaucoup plus simple d'aller dans la vision pratique, d'appréhender les choses, que d'aller dans une phase théorique où un enseignant vous donne un cours. Et finalement, qu'est-ce qui nous arrive? Nous allons avoir des masters,
Pour certains qui vont trouver des stages, c'est sur des postes de bac+2 ou sur des postes de bac. Et pour ceux qui vont trouver du travail, c'est pour des postes intermédiaires. Mais comment on peut faire 5 ans d'études pour reculer encore? Donc le projet n'a pas été bien ficelé. Une part de responsabilité. On peut l'adosser, nous, en tant qu'autorité, en tant que grand frère. Mais une part de responsabilité, c'est du ressort aussi des étudiants. Et je vais vous donner des exemples très simples. Regardez ceux qui font pharmacie. Ils vont étudier pendant 7 ans et après, ils vont devenir vendeurs de boutique, commerçants. 7 ans d'études pour devenir commerçant, vendeur de boutique. C'est-à-dire, le pharmacien ne crée pas de médicaments. Ici, au niveau de notre territoire, il vend les médicaments de quelqu'un d'autre. Et il a fait 7 ans d'études. On l'appelle docteur, mais c'est qu'il n'a pas créé de médicaments. Mais c'est un docteur. C'est un docteur. Le docteur, physicien, mécanique, tout ce que vous voulez. Il est docteur, mais mécanique là. Sur le cahier là, c'est bon. Mais dans la pratique, il n'y a pas de mécanique. C'est ça qu'on a engagé comme processus d'amélioration de notre enseignement supérieur qui n'est pas bon. Il faut oser le dire. Et finalement, on est dans un système où, pour conclure, il faut juste que vous vous levez et vous commencez à chercher vos voies à travers des pratiques professionnelles. Et pour parenthèse, quand quelqu'un me présente comme un produit d'école de commerce, je ne fais pas attention là-dessus. Lorsque l'université a pris mon CV pour me présenter, j'ai dit non, on ne me présente pas. Me présenter, à quoi ça peut servir? À des étudiants? Absolument rien. Il faut me laisser la parole, j'échange avec les jeunes, on fait des questions-réponses, on reste en contact. Ensemble, l'Afrique peut gagner mieux. Mais présenter mon parcours en disant j'ai fait cela, j'ai une entreprise ici, j'ai ceci, j'ai cela, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que concrètement je peux apporter dans vos parcours pour vous permettre de construire une aventure sûre? Les titres là, il faut que ça s'arrête. Et pourquoi j'ai commencé par moi-même? Parce que moi, je connais des personnes qui n'ont pas été à l'école ou qui ont peu fréquenté l'enseignement supérieur et ou qui sont restés au système très basique et qui tiennent nos économies. Prenez l'exemple des femmes. Elles ont eu l'intelligence de pouvoir se déployer en 90 personnes et que chaque personne est initiée dans une logique de faire des choses qui marchent. On dit que les femmes, c'est des génies. Ce n'est pas ça. La femme observe, analyse, fait, et elle ne fait pas pour calculer, elle fait parce que c'est dans son rôle d'administratrice de la communauté qui lui donne ou qui lui confère même ce grade. Donc, chers jeunes, si vous voulez avancer, je donne quelques pistes. La femme qui est en face de chez vous, qui fabrique du savon, peut avoir des problèmes de communication. Vous avez appris la communication à l'école, allez-y tout de suite, proposez-lui un plan de communication. Là-bas, vous n'aurez pas affaire avec Monsieur Lam qui va vous dire, allez-y, proposez-moi les 4 P. Vous allez voir une dame qui va expliquer sa situation. Et vous êtes dans une situation, vous, de construire ou de co-construire avec elle. Parce que là, on est dans une situation où on attend de vous un retour. Mais si vous prenez votre cahier, vous regardez où est la problématique de la dame, quelle est la solution à travers ce que le professeur a dit, mais vous n'allez rien y comprendre. Parce que le professeur qui vous donne le cours de communication, il n'a pas d'entreprise de communication. Le professeur qui vous donne la comptabilité, il n'est pas comptable. L'enseignant qui vous donne le cours d'entrepreneuriat, il n'est pas entrepreneur. Donc ces personnes-là vous expliquent ce qu'ils ont vécu à travers les livres ou leurs expériences. Mais les vraies personnes qui sont les actrices de ce dont vous aurez besoin sont au niveau du terrain. Il faut aller les chercher. Et ce qui peut séduire les entrepreneurs à vous embaucher, c'est le fait que vous ayez, en tout cas, une façon de vous comporter qui nous pousse à dire, mais il y a un déclic. Le déclic, c'est quoi? Par exemple, un jeune qui me rencontre, qui me dit, moi, lorsque j'étais étudiant, j'ai piloté un projet avec les dames, j'ai mis en place un plan de communication, j'ai créé une application pour résoudre une problématique, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Là, on est dans l'écoute active. Mais un jeune qui me dit, ah, moi, je suis à Sonabel, j'ai fait un stage de 6 mois, je suis à Orange Télécom, tout ça là, tu dis là, ça ne me concerne pas. Autre chose que vous pouvez dire qui ne peut jamais me concerner, je suis dans telle école, ça ne me concerne pas. Est-ce que vous savez quelle école j'ai faite, moi? Moi qui vous parle là, vous venez, vous me vendez votre école. Est-ce que vous savez l'école que j'ai faite? Je ne le dirai pas, je n'ai pas besoin de le dire. Mais si vous venez me vendre votre école, moi en tant qu'entrepreneur, je vous mets de côté. Et évitez les gens qui vous disent, quand vous allez dans un entretien, il faut faire ceci, il faut faire cela.
les chefs d'entreprise sont très rodés. Une fois qu'ils vous détectent, tout de suite, ils peuvent savoir où est-ce qu'ils peuvent vous utiliser. Il n'y a pas besoin de recevoir des conseils, des techniques, des méthodologies. Allez-y comme vous le souhaitez. Cherchez ce qui nous fait rêver. Si vous le cherchez, vous le trouvez, vous allez travailler avec nous. C'est à nous de venir vous chercher. C'est à nous de venir vous chercher. Donc sur le premier point, sur l'environnement, allez-y, vous, régalez-vous. Maintenant, deuxième point, se connaître. L'Afrique a tout, mais les enfants de l'Afrique ne connaissent pas l'Afrique. D'autres nationalités quittent 6000 km, viennent en Afrique, ils gagnent tout. Ces nationalités n'échouent pas. Parce que tout simplement dans leur culture, ces personnes s'engagent avec conviction et s'engagent avec méthodologie adossée d'une bonne organisation. Et ce qui est paradoxal, si on prenait la base de notre orientation locale, on pouvait être les champions du monde. Mais ça n'a pas été notre choix. Et les personnes pour qui ce choix s'est avéré justifié à travers leurs pratiques, nos États ne leur donnent pas un coup de main. Nos États estiment que pour développer un pays en 2020, en 2021, une vision sur le long terme, il faut imiter ce que les autres pays ont déjà fait. Moi qui vis dans 2 pays développés, entre l'Angleterre et la France, et qui passe régulièrement en Afrique pour des missions professionnelles, au moins je suis sur 20 pays, ça fait 14 ans. Ne serait-ce qu'entre février et mars, je suis venu 4 fois à Ouagadougou. Et dans les autres pays, c'est pareil. Donc au moins, je peux avoir la prétention de comparer. Mais quand je compare, c'est pour dire les choix sur lesquels, en tout cas, nous nous sommes inscrits pour apporter un lendemain meilleur auprès des populations n'est pas un bon choix. Et je vais vous donner 3 exemples pour dire, si vous ne comptez pas pour vous, si vous ne comptez pas aussi sur vous, si vous ne comptez pas sur vos propres ressources, arrêtez de rêver. Premièrement, l'Afrique a pris comme option de se développer, ouvrir ses ressources à d'autres nationalités et exclure ses nationaux. Nous, on a dit, Andrea, toi, tu ne sais pas exploiter l'eau, vas-y, de l'autre côté. Martin, toi, tu es blanc, viens, l'eau est là, dis-nous comment on peut exploiter l'eau. On lui ouvre toutes nos potentialités. Andrea veut venir pour concurrencer Martin et le pays lui dit, non, toi reste là, laisse Martin faire, après tu consommes. C'est ce que nos pays ont prôné. Ensuite, nos pays ont fait un autre choix. Pour se développer, on a besoin de l'argent de quelqu'un d'autre. Mais nous, on reçoit des aides, on reçoit des emprunts. Mais le jour où vous allez comprendre comment on reçoit de cet argent-là, et comment ça se passe après avoir reçu de l'argent, et comment le fonctionnement est institué pour utiliser cet argent, vous allez vous rendre compte qu'on a perdu d'avance la bataille. Ne serait-ce que ces 2 points. Si vous comptez sur un système organisé tel que ça se fait actuellement, oubliez vos vies. Un 3e point qui est non utile peut-être pour certaines personnes, mais qui peut être utile pour vous jeunes. Regardez le lien que nous avons avec nos autorités. Quel lien avons-nous? Les autorités ont eu des plans de développement orientés sur leur confort. Regardez les présidents d'Afrique. Chacun a un palais, des voitures, des gardes du corps, de l'argent, de l'essence, des hôtels, tout. Regardez nos populations, on a quoi? Absolument rien. Les efforts fournis pour que le président puisse avoir un palais pouvaient être faits pour que nous aussi, en tant que population, qu'on accède au minimum vital. On ne demande pas de palais, on ne demande pas 10 000 voitures, on ne demande pas beaucoup de choses, on demande juste d'accéder au minimum vital. Je suis malade, je dois me soigner, j'ai faim, je dois manger. Je veux me laver, j'ai de l'eau qui me permet de prendre ma douche. C'est-à-dire ce dont on a besoin, nos États aujourd'hui ne répondent pas. Comme nos États ne répondent pas, moi j'ai 2 choses entre parenthèses. Moi je les remercie, je les félicite. La deuxième chose c'est quoi? Je ne te calcule pas. Mais par contre je ne te critique pas, parce que je dois te critiquer.
je fais un constat et je passe pour dire, voici ma contribution. Et ma contribution, c'est quoi? Prenez le temps de vous connaître. Comme Mme Sommet nous a promis de nous apporter un éclairage sur se connaître, c'est vrai que j'ai écrit un ouvrage de développement personnel qui vous permet d'avoir l'autoréflexion, sortir et commencer à travers vous-même. Mais comme on a la chance de recevoir une expertise de renommée, je ne vais pas aller beaucoup plus loin par rapport à cette thématique. Mais quelqu'un qui ne se connaît pas, il ne fera pas des choses merveilleuses. Parce que regardez, l'Afrique qui a voulu se développer en engageant un processus sur la base de quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. À 2 exemples pour vous certifier ce que je viens de dire. Des fois, on dit à un jeune qu'il est talentueux parce qu'il a créé une application. On dit à une femme, c'est une mine d'or parce que tout simplement, elle a créé un savon. Et si on doit donner un prix entre le jeune et la femme, on donne le prix au jeune. Notre système est biaisé, notre système est faux, notre système est caduc. Parce que le jeune qui a créé une application l'a créé sur la base d'un code source. Et le code source a été fabriqué par des étrangers qui sont très loin de notre communauté. Et l'étranger peut demain matin éliminer le code source. Le jeune, son application disparaît, son entreprise disparaît, ses ressources disparaissent. C'est-à-dire, on est même dans une situation où on fait la promotion de l'autre, pas nous-mêmes. Mais la femme qui a observé dans son environnement immédiat une feuille qui lui permet de fabriquer un savon, quelle que soit l'intelligence de quelqu'un d'autre qui est à l'étranger, mais ce processus ne peut pas être arrêté à travers un clin d'œil? Non, absolument pas, parce que ce processus est basé sur une orientation locale. Demain, les entreprises étrangères qui sont bien installées ici, qui s'occupent de nos systèmes de paiement, peuvent bloquer toutes les transactions financières pendant quelques mois. Mais comment nous allons continuer à vivre? Nous avons tout donné aux autres. Donc ce qui vous reste, c'est vous et vous-même. Vous et vous-même, il ne reste pas autre chose. Maintenant, vous et vous-même là, c'est se lever tôt le matin, se préparer, dormir moins, lire, apprendre à mieux s'engager dans cette bataille personnelle pour réussir et de ne pas compter sur quelqu'un d'autre. Donc, comme j'ai dit que par rapport à ce 2e point, il y a notre tata qui fera un exposé, je vais m'en arrêter là. Maintenant, le 3e point, je dirais les méthodes. Il en existe plusieurs, les méthodes d'entrepreneuriat. Mais notre sujet, c'est, en tant qu'étudiant, comment vous pouvez créer une entreprise. C'est ça, et surtout au Burkina Faso. C'est vrai que dans la méthode classique, on va vous dire, vous avez une idée, il faut l'écrire. Vous devez élaborer un business plan. Vous devez mettre en place un plan d'attaque qui vous permet de matérialiser votre entreprise. C'est ça qu'on nous enseigne. Mais qui nous l'enseigne? Quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un d'autre qui nous l'enseigne, dans son pays, ce système est valable parce qu'ils ont pris le temps de créer toutes les conditions qui font que de l'idée jusqu'à la maturation, il y a des phases d'accompagnement qui sont très précises, qui permettent à tout jeune de réussir son engagement entrepreneurial. Chez nous, on n'a pas créé les mêmes situations. On n'a pas les mêmes phénomènes. On n'a pas les mêmes accompagnements. Et on veut dire, on copie le même modèle, on le met dans notre situation. Finalement, nous sommes dans une situation où la création d'entreprises faite comme à l'origine des autres pays développés ne peut pas passer chez nous. Alors, c'est vrai que je l'ai déjà dit quelque part, mais je vais répéter cette situation. En 16 ans d'entrepreneuriat, je n'ai jamais fait un business plan pour moi-même, pour mes activités. Parce que tout simplement, j'ai appris l'entrepreneuriat, pas dans la grande école de commerce que j'ai faite, mais à travers des personnes du secteur informel, d'autres artisans, à partir des personnes qui se disent, on y va, on gagne. Comme le Larlé Naba, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui estime que dans la vie, pour être utile à sa communauté, il faut réfléchir et agir. C'est une personne pour qui j'ai bien envie que vous mettez un grand banc. C'est comme un papa pour moi. Lui, je ne le vois pas comme un chef traditionnel, ni comme un roi. Je le vois comme une mine d'or, inexploitée, comme les femmes. L'Arlé Naba, c'est comme les femmes. C'est aussi simple que ça. Donc, pour dire, le premier élément qui constitue à mettre en place un business plan, la formalisation, ça ne passe pas chez nous. Parce que tout simplement, un dernier élément qui est important quand même de soulever, c'est que quand on fait un business plan, très souvent, c'est pour demander un financement.
Quelle banque vous finance vous? Ça n'existe pas. Moi, là où j'ai fait mes études, c'est une banque qui m'a dit, jeune homme, tu veux quoi? J'ai dit, je veux faire des études. Voici le financement, tu payes après 5 ans tes études. Là où j'ai fait mes études, c'est comme ça. Tu n'as rien demandé. On t'envoie un courrier. On te dit, ah jeune homme, tu as réussi ton concours d'école de commerce, félicitations. Viens, on te finance, tu payes 5 ans après. Tu commences de travailler pour payer. Dans ce pays, tu as un projet. L'écosystème est fait de sorte que tu trouves un financement. Dites-moi qui jeune ose prendre son business plan et d'aller vers une banque pour chercher de l'argent. Même si tu t'accompagnes de toute ta famille là, même la porte là, tu ne vas pas franchir parce que tout simplement, tu ne fais pas partie du cadre. Tu n'es pas éligible. Les gens t'ont exclu. Il ne reste que toi et toi-même. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur ce moyen qui est important. Comment faire pour m'en sortir moi-même. Donc la méthode de business plan, je ne préfère pas, en tout cas, y concentrer des énergies parce que ça ne donne pas des effets escomptés en matière de promotion de l'entrepreneuriat. Mais là où je vais accentuer mon intervention sur cette troisième partie, c'est faire comme nos mamans, faire comme les artisans, faire comme les jeunes du village, faire comme les entrepreneurs agricoles. La majeure part n'ont pas été à l'école, mais ont réussi à développer des approches sur lesquelles on peut se baser pour créer des entreprises. La femme qui a créé son médicament à travers l'exploitation d'une plante, je peux créer un packaging pour créer mon entreprise, pour lui vendre mon service et pour vendre mon service aussi à d'autres femmes qui font des activités similaires. Les 3 dames qui sont dans le groupement d'intérêt économique, qui fabriquent du savon, qui ont du mal à gérer leurs projets, je peux leur vendre des services, des prestations, l'accompagnement, la formalisation de leurs projets. L'association de mon quartier qui a besoin d'être appuyée sur un programme pour laquelle elle veut un financement, mais je suis en train de gagner de l'expérience professionnelle. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est ça l'esprit, c'est ça la façon de concevoir, de constituer un capital d'expérience qui va vous permettre d'être dans une situation réelle. Et tant que vous n'êtes pas dans la réalité, vous ne pouvez pas entreprendre. C'est toujours factuel. C'est pourquoi ici, très souvent, les jeunes vous rencontrent cette année pour dire que j'ai un projet. L'année prochaine, ils vous rencontrent, j'ai un projet. L'autre année, j'ai un projet. Le projet, il est là. Il n'est jamais abouti. Parce que tout simplement, on est dans une autre phase qui est complètement différente de la phase des entrepreneurs. Vous n'êtes pas dans notre réalité. Notre réalité est très simple. J'ai une idée, j'y vais tout de suite. Donc sur ce point-là, je vais conclure en disant, si vous avez une idée, si vous avez l'ambition de la réussir, allez-y démarrer. En démarrant, vous allez vous rendre compte de tous les obstacles. En démarrant, vous allez vous rendre compte de ce dont vous ne pouvez pas réussir et vous allez apporter des solutions. Regardez un enfant qui a besoin que sa maman lui donne un bonbon. L'enfant va tester, maman va taper sa main. Mais l'enfant n'arrête pas, il attend juste 1 minute. Il étudie sa maman, ensuite il essaye. Jusqu'à ce que maman ait fait lui dit, arrête, tiens. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est uniquement ça l'entrepreneuriat. Mais par contre, par rapport à cet enfant, j'en viens et il est important, il se lève, il tombe. Mais il doit se relever aussi. Parce que tout simplement, il est dans une situation où il n'a pas une maîtrise parfaite. L'avenir est incertain. Il y a des variations qu'il ne maîtrise pas. Donc on est obligé d'être comme ça. Et Martin le sait très bien, dans notre métier, demain on peut recevoir dans nos comptes bancaires des millions et des millions. Après demain, on peut se retrouver dans une situation où on appelle quelqu'un pour qu'il paye notre chambre d'hôtel. C'est ça notre métier. C'est la réalité de l'entrepreneuriat. Et surtout de l'entrepreneuriat où les institutions ne t'accompagnent pas. C'est différent dans d'autres pays où l'institution est présente. Donc il est important de vous dire, si vous avez une idée, allez-y. Un 4e point, les contraintes. Il va y avoir toujours. Quand on me pose une question qui est liée aux contraintes de l'entrepreneuriat, mais généralement, je n'ai même pas besoin de me concentrer sur l'entrepreneuriat. Je me concentre sur mes difficultés personnelles. J'étais à Ouaga il y a 10 jours, je suis rentré et je suis revenu dimanche. J'avais une contrainte majeure, le confinement à Paris. Le confinement, on nous a interdit de sortir. On nous a demandé de rester chez nous. Et pourtant, je suis là, je suis arrivé dimanche.
Comment j'ai fait? J'ai réussi à trouver, en tout cas dans notre environnement, des possibilités qui me permettent de sortir. C'est uniquement ça. Donc ce que je dis tous les jours, on a des contraintes qui font que nous devons nous lever pour assurer les meilleurs moyens pour nous en sortir. Donc il est important, dans ce point de contrainte, vous dire, il faut éviter certaines phrases qui vont vous tuer. Si vous pensez que c'est comme ça qu'on va engager une réussite. Je n'ai pas d'argent. J'attends quelqu'un. Il n'y a pas l'État. Personne ne me soutient. Mais c'est qu'à un moment donné, j'ai juste envie de poser une petite question. Je n'ai pas d'argent, ça signifie quoi? Personne ne m'aide, ça signifie quoi? Qui doit t'aider? Aider veut dire quoi? Dans la vie, il n'y a pas du tout un moyen ou une constitution ou un document qui impose une personne à apporter un soutien pour une autre personne. Vous savez, je veux que Martin se lève. Je vais dire quelque chose qu'il ne dit pas en public. Lève-toi, Martin, s'il te plaît. Non, tu vas m'excuser, mais je vais le dire. Martin a perdu son père lorsqu'il faisait C2 ou C1. Juste que tu te lèves pour que les gens te reconnaissent. C'est lui, Martin, le promoteur de cette université qui nous accueille aujourd'hui. Lorsqu'il a perdu son père, il s'est livré à lui-même. Je ne vais pas vous expliquer la composition de sa famille, parce que là, c'est du ressort personnel. Je ne vais pas l'expliquer. S'il a envie de l'expliquer, pas de problème. Mais il a été confronté à une grosse difficulté lorsqu'il a eu la chance d'être en CM2. C'est là où il a compris, soit il réussit, soit il meurt. Il a opté pour réussir. Comment il a fait pour réussir? S'il a le temps de l'expliquer, avec grand plaisir, vous allez écouter comment les gens se construisent. S'il n'a pas envie de le dire parce qu'il veut attendre à travers un livre pour expliquer son histoire aussi, j'accepte cette position. Parce que moi, j'accepte pas de raconter ma vie en public. Donc s'il l'accepte, pas de problème. Maintenant, pourquoi je vous expliquer ça? Parce qu'il y a une partie quand même que je vais dévoiler. Lorsque Martin a eu son examen pour aller au collège, l'ensemble de ses habits ne pouvait pas tenir sur un sachet. Il se lève pour venir à Ouagadougou. Il a un sachet, un petit sachet qui fait l'ensemble de ses habits. Son capital total pour une année était de 3500 francs CFA. 3500 francs. Tu as perdu ton père. Je ne vais pas expliquer l'autre partie de la famille. Mais je sais qu'il a perdu son père. Il s'est livré à lui-même. Il est en CM2. Il a eu son examen. Il doit rejoindre le collège, le système de séminaire. Il a 3500. Et sa maman s'est battue pour trouver les 3500. Le système que sa maman a mis en place, je ne l'explique pas aussi. Peut-être il réserve la primeur de cette information à un livre. Je ne préfère pas dévoiler. Mais je connais cette histoire. Et il s'est dit, soit je meurs, soit je gagne. Il a opté pour gagner. Il a réussi. Pas il a réussi parce qu'il est riche, absolument pas. Il a réussi à se dire, il faut que je fasse quelque chose. Et ce qui est beau dans son projet, ce n'est pas tout ce qu'il a construit. Absolument pas. Il s'est dit, quand il pleut, ma maman est obligée de se mettre quelque part pour se mettre à l'abri. Martin a vu ça depuis gosse. Et son idée c'était, comment réussir au moins pour élever la dignité de sa maman. Élever la dignité de sa maman, c'est quoi? C'est couvrir une partie qui va permettre à sa mère, au moins lorsqu'il va pleuvoir, que sa mère soit là-bas. C'était ça son projet, lui. Mais son projet a dépassé son ambition. C'est quelqu'un qui ne parle pas de lui, c'est quelqu'un qui ne parle pas de sa vie. Mais c'est important des fois, nous, lorsqu'on se rend compte, qu'on dévoile des tout petits secrets. Ça ne faisait pas part de mon intervention, mais quand je le vois, je suis admiratif. Et la personne qui nous a liés, c'est une très grande autorité du pays. Il nous a dit avant-hier, vous là, j'ai béni votre relation. Donc tout ce qu'on fera sera de la bénédiction. Bravo mon cher ami, tu es très instructif. Ton parcours mérite d'être salué. Maintenant je termine en disant quoi?
c'est que moi, à chaque fois qu'on me demande de faire un partage d'expérience, je ne parle jamais de mon parcours. Jamais. Quand on me demande de faire un partage de vécu, je dis mon vécu n'est pas intéressant. Parce que si quelqu'un veut réussir, j'ai écrit des ouvrages. Lisez, vous appliquez. Dans cette salle, je connais des jeunes qui me lisent, qui savent qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer. Quelqu'un peut m'écouter. Vous avez toutes les sources inépuisables de plusieurs personnes qui peuvent vous aider à y aller. Mais par contre, ce qu'il est intéressant de signaler avant de dire cela, c'est que je ne crois pas à cette vision. Moi, Théo, je viens présenter mon parcours pour que quelqu'un d'autre réussisse. Mon ami, moi j'ai été en France, c'est pas la même chose. Madame Sommet, c'est exactement ce que je veux dire. En France, là, les conditions sont différentes. J'ai bibliothèque, j'ai appartement, j'ai ceci, j'ai cela. Il ne manque rien. Ça, réussir là, ça ne doit même pas s'appeler réussite. Comme il ne me manque rien, j'ai tout. Donc j'ai tout avant de finir. Mais l'autre qui n'a pas tout, je ne peux pas me comparer à lui. L'autre qui doit marcher 7 km, je lui explique moi ma situation. À Paris La Défense, c'est une catastrophe. Je ne peux pas être une référence pour cette personne. La personne, sa référence est dans son pays. Je vais vous donner quelques références. Le jeune mécanicien qui a commencé son atelier à 18 ans, qui a réussi à créer de la valeur dans son quartier, qui s'est engagé dans une bataille d'apporter du confort dans la communauté, qui a construit son atelier, qui paye des impôts, qui paye des taxes. Ce jeune est une référence dans son quartier. On peut s'identifier à lui. Pas moi-même. Moi, je suis dans un autre pays. Moi, je connais les grands palaces. Je connais d'autres choses. Moi, c'est bon. Comme on dit au Burkina, là, je suis arrivé. Pas arrivé financièrement, je suis arrivé. Mais le jeune qui a construit cet atelier, c'est un jeune pour qui il faut le présenter à notre communauté. Mais malheureusement, dans notre système, on dit que ce jeune n'existe pas. Ce jeune ne compte pas. Ce jeune n'a pas de sens. Ce jeune n'a pas de valeur. Parce qu'il ne connaît pas les grandes universités. C'est dommage qu'on ne puisse pas montrer à la télévision ces grandes références. C'est dommage qu'on puisse dire à ces jeunes-là, arrêtez de rêver. Vous devez juste vous contenter de ce que vous avez. C'est-à-dire regarder les autres s'exprimer et vous applaudissez. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est pourquoi je dis dans ce premier point qui est important, moi j'ai la chance, je ne m'identifie à personne. Je n'ai aucune référence dans ma vie. Absolument pas. Absolument pas. Je ne préfère pas me référer à une personne. Je préfère me positionner sur moi-même. J'ai fait une conférence aujourd'hui qui est notée à 7. Comment je peux m'améliorer pour avoir 7,10 demain? C'est moi-même, toujours moi-même. Je ne peux pas regarder l'autre. Parce que si je regarde l'autre, ça crée de la jalousie, ça crée de l'imitation, ça crée d'autres éléments qui viennent mettre du sable dans le couscous, comme on dit en Côte d'Ivoire. Je ne regarderai pas l'autre. Je me regarde moi-même. Je fais par moi-même. Je fais pour moi-même. Si je réussis, tant mieux. Si je ne réussis pas, je me casse la tête moi-même et j'assumerai. Je n'accepte pas de suivre les gens. L'Afrique a suivi les gens. Quand on lui dit, en tant que territoire, suis le vent à gauche, l'Afrique suit. On lui dit, suis le vent à droite, l'Afrique suit. Mais nous, est-ce que nous devons continuer à suivre? Et sur ce point-là, ce qui me ferait plaisir, et je ne vais pas le développer, parce que tout simplement, mon invité a une partie extrêmement pointue qui va nous permettre de nous dire, mais finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on revienne sur nos pas? Et pour ce plan d'action, j'avais dit que je ne partage pas ni mon vécu, ni ce que je fais, ni d'une manière générale ce que je traverse. Et dans mes livres, vous ne verrez jamais mon parcours. Vous ne verrez jamais une explication de comment j'ai fait pour... Ah non, absolument pas, ça n'intéresse personne. Comment j'ai fait pour, c'est moi. Comment j'ai engagé, c'est moi. Ça ne concerne personne. Mais comme je fais partie des privilégiés, c'est-à-dire je sillonne le monde. Ce que j'ai vu là, je mets dans des ouvrages en disant pour faire ceci, voici ce que je pense. Et j'engage dans cette réflexion d'autres personnes qui contribuent. Et finalement, vous avez une source qui vous permet de faire des choix. Sans prétention, je préfère comme ça. Maintenant, comme j'ai dit, je ne présente pas mon parcours. Ce qui est important de savoir, dans ce que j'ai fait des choix qui sont importants. Je sais que je suis étudiant. Mes parents peuvent m'accorder leur soutien, mais à travers une somme basique mensuellement. Parce que là où j'étais,
il fallait quand même avoir des revenus assez conséquents pour faire face à votre vie. C'est vrai que sur le plan éducatif, on n'avait pas de grands problèmes parce que tout simplement, le système est fait de sorte que tes études peuvent être financées. Il n'y a aucun problème pour ça. Ton logement peut être financé. C'est-à-dire que tu as un système qui a été mis en place qui te permet d'être à l'aise sur un certain nombre de points. Ce qui te reste juste, c'est un petit complément, l'argent de poche et d'autres éléments. Et là, c'est les parents qui vous envoient ça. Moi, j'ai fait le choix très vite, histoire de copines, histoire d'aller en soirée, histoire de nous rencontrer, histoire d'avoir des amis. Tout ça, là, j'ai oublié depuis que je suis arrivé en France. Il n'y a pas de soirée, je ne connais aucune boîte de nuit. Les trucs de rencontre, là, je ne veux pas. J'ai été uniquement dans une vision d'étudier, d'apprendre, de comprendre, d'appréhender et de revenir en Afrique régulièrement pour implémenter la vision africaine à travers notre orientation. Je n'ai jamais accepté de dire, voici ce que j'ai appris en France, je le transpose en Afrique. Moi, je ne suis pas fou. J'ai dit, voici ce qui se passe en Afrique, comment je peux l'améliorer, comment je peux le faire pour pouvoir attirer un monde extérieur. Pour qu'on puisse être dans une situation où on peut vendre nos capacités. Mais parce que tout simplement, vous allez venir en Afrique, restaurant Champs-Élysées, restaurant Tour Eiffel, restaurant tout ce que vous voulez. Mais nous sommes un continent qui ne cesse de faire la promotion de l'autre. Et nous, qu'est-ce que nous avons? On ne doit pas le montrer. On ne doit pas en être fiers. Il faut que nous-mêmes, qu'on se lève. Et ça doit être individuellement, pas collectivement. Si c'est fait de façon collective, on ne peut pas y arriver. Parce qu'on est dans une société où le collectif ne marche pas chez nous. C'est pourquoi moi j'ai choisi le chemin individuel. C'est un choix qui a été mûrement réfléchi. Le chemin individuel. C'est maintenant ces dernières années, en tout cas que je me suis permis de dire pourquoi pas m'associer avec des autres. Mais d'une manière générale, je suis très individuel dans ce que je vais concevoir. Parce que je me dis, les gens vont être ensemble avec vous, on va réfléchir, mais là, les gens vont te tirer vers le bas. Mais crée les choses, vas-y, partage, après tu passes sur autre chose. Chers amis, je pense que je vais m'arrêter là. Vous savez pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui a eu la chance de connaître beaucoup de choses. Je suis quelqu'un qui a l'habitude de prendre la parole en tant qu'enseignant. Je suis quelqu'un qui a l'habitude d'animer des débats et de partager mon point de vue en respectant les points de vue des autres. Et je suis quelqu'un qui a... Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux prochainement recevoir les annonces des prochaines vidéos, il suffit de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Restons en contact sur les réseaux sociaux et si tu n'es pas encore abonné à mon blog joseahodode.com, fais-le tout de suite. Tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo. Abonne-toi et tu recevras chaque publication par mail. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les podcasts, les conférences et d'autres initiatives inspirantes de jeunes et de femmes très actifs sur le continent africain.